Le cas pratique ou l'exercice le plus surcoté par les étudiants qui pensent qu'il suffit juste de citer un maximum d'arrêts, mais souvent les notes sont décevantes. Perso, je trouve que c'est l'exo juridique le plus fun et stimulant, et en plus il prépare au monde professionnel puisque c'est l'exo juridique qui se rapproche le plus de ce qu'on demande aux juristes et surtout aux avocats. Donc la résolution d'un cas pratique est une compétence essentielle pour tout étudiant en droit et tout professionnel juridique. Dans cette vidéo, je vais vous donner les conseils qui ont fonctionné avec moi pour devenir monstrueux au cas pratique à tous les coups. Bon, vous savez déjà, avec moi, il n'y aura pas de recette miracle que du concret. Je sais que je peux passer pour une personne arrogante en disant que tel ou tel exo est facile, mais je vous assure que je suis loin d'être un génie. Avant les études supérieures, j'étais le genre d'élève à avoir des facilités, mais du coup, j'ai développé de mauvaises habitudes d'apprentissage. C'est vraiment en L3 que j'ai assimilé tous les exos juridiques et j'ai compris ce que les correcteurs attendaient de nous. Avant ça, j'avais parfois de très bonnes notes et parfois des notes terribles, et je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi irrégulier. Et sans blague, ce n'est qu'avec de la discipline et du travail régulier que j'ai développé, grâce aux personnes ambitieuses et sérieuses que j'ai rencontrées, que j'ai pu redevenir un étudiant brillant. Bref, je vous promets que si vous appliquez tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous aurez forcément des résultats. Si vous voulez devenir monstrueux au cas pratique, soyez attentifs et coupez toutes les distractions. Bon, je sais que vous le savez, mais je le rabâche quand même parce que c'est ultra important. La méthodologie doit être maîtrisée parfaitement pour espérer avoir plus de 8 sur 20, et ce qui vous fera monter encore plus, ce sont vos arguments, leur qualité, la manière de les agencer et la cohérence de ces arguments. Parce que le cas pratique suppose que vous fassiez preuve de rigueur et de cohérence dans le raisonnement juridique. Le correcteur est en effet attentif à la construction et à l'organisation du raisonnement développé. Donc même chanson que pour le commentaire d'arrêt, il faut lire la doctrine pour développer une réflexion juridique de qualité. Bref, en gros, c'est une sorte de jeu de rôle dans lequel vous incarnez un avocat ou un conseiller juridique dont la mission consiste à résoudre une situation en suivant une méthodologie précise. À partir des faits énoncés, vous devez identifier le problème de droit posé et résoudre la situation en utilisant différentes règles juridiques. Le problème de droit est le même que dans un commentaire d'arrêt. D'ailleurs, j'irai même plus loin, en fait, un cas pratique, c'est un peu un commentaire d'arrêt, mais à l'envers. Ça peut paraître abstrait dit comme ça, mais dites-vous que très souvent, les cas pratiques sont inspirés, voire issus d'arrêts plus ou moins importants. Donc, le cas pratique suppose que vous ayez une bonne connaissance du cours, et surtout des principes et des arrêts importants, et de savoir naviguer rapidement dans les codes pour trouver les arrêts importants et la règle de droit applicable. Parce qu'à la seule lecture du sujet, il faut être capable d'identifier la quasi-totalité des questions que le cas pratique soulève directement ou indirectement et d'y répondre. Bref, concrètement, la résolution du cas pratique passe d'abord par un bon travail préparatoire et une rédaction soignée. Le travail préparatoire implique de lire plusieurs fois le sujet et de noter au brouillon les éléments essentiels. Concernant les lectures, la première sert simplement à identifier rapidement les thèmes abordés. Exemple, si le thème général concerne le droit des obligations, il faut savoir si l'énoncé est axé sur le droit des contrats ou sur la responsabilité civile. S'il s'agit de droit des contrats, il faut savoir si le cas est axé sur la formation ou sur l'exécution de l'acte. Bref, vous avez compris. Ensuite, il faut lire une deuxième fois le sujet pour identifier les faits pertinents. Par exemple, les dates, les chiffres, la qualité des parties, consommateurs ou professionnels, ou encore l'âge des protagonistes. C'est ultra important parce qu'il y aura toujours un tas d'infos inutiles dans l'énoncé. Il faut donc savoir identifier les faits pertinents et éliminer le superflu. Le brouillon à ce stade est votre meilleur ami, et l'idéal c'est de faire un schéma pour avoir une représentation imagée de la situation énoncée dans le cas pratique, et de noter la date des différents événements relatés lorsqu'elle a une incidence. Cette seconde lecture doit aussi permettre d'identifier toutes les questions contenues dans l'énoncé. Pareil, il faut noter ça au brouillon, et c'est fondamental de bien identifier les questions pour être certain que la suite du raisonnement soit valable. Parfois, l'identification de la question de droit est facile si l'énoncé pose directement les questions à résoudre. Dans ce cas, il suffit simplement de toutes les identifier et les traiter. Mais très souvent, les questions sont évoquées de manière très générale, et dans ce cas, c'est à vous de trouver les questions. Ce genre de cas pratiques sont plus difficiles car il y a le risque de passer à côté de certaines questions et de perdre des points. Concernant spécifiquement le brouillon durant le travail préparatoire, c'est votre meilleur ami parce que la réponse à certaines questions peut dépendre de la réponse préalable à d'autres, donc c'est mieux d'avoir un brouillon pour ne pas le découvrir lors de la rédaction, sinon vous risquez de recommencer tout votre devoir ou de rendre une copie incohérente. En plus, le brouillon permet d'évaluer le temps qu'il va vous falloir pour répondre aux différentes questions. C'est important de le savoir rapidement, car vous allez vous rendre compte que certaines questions appellent des développements plus importants que d'autres, et donc la réponse rapportera plus de points en fonction de la longueur des développements. Le brouillon permet aussi de savoir combien de temps il faut pour répondre à chacune des questions pour terminer en temps et en heure son devoir. Bon, concrètement, vous devez, dans un premier temps, reprendre les questions que vous avez identifiées et déterminer l'ordre logique dans lequel vous allez les traiter. Puis, pour chaque question, vous devez indiquer les fondements juridiques qui vous semblent pertinents et vérifier rapidement dans votre tête si les conditions de ces fondements juridiques sont remplies ou pas. Exemple, en droit des obligations, si l'une des questions porte sur la possibilité d'annuler un contrat et que vous avez identifié 2 fondements juridiques, l'erreur et le dol, il faut les indiquer sur votre brouillon et vérifier rapidement si les conditions de chacun de ces vices du consentement sont remplies. L'idée est, à la fin, de disposer d'un plan détaillé qui facilitera grandement la rédaction parce que le cas pratique, comme le commentaire d'arrêt et la dissertation, est un exo de forme, donc votre copie doit être bien structurée et agréable à la lecture.
C'est avec ce genre de détails que vous allez gratter des points précieux. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet. Concernant la rédaction du cas pratique, il faut respecter plusieurs étapes dont l'importance n'est pas égale pour chaque question. La première étape concerne le rappel des faits. Avant de présenter votre raisonnement juridique, il faut en quelques lignes faire un rappel des faits. Le but est de faire une présentation synthétique en donnant à chaque protagoniste sa qualité juridique, Monsieur X, acquéreur, Monsieur Y, bailleur, etc. Mais il faut indiquer seulement les faits pertinents, c'est-à-dire ceux qui sont utiles à la résolution de l'affaire, en qualifiant juridiquement les parties et ne pas juste recopier l'énoncé, et il faut faire ça dans l'ordre chronologique. Petite précision, en général, lors des TD parfois, vous avez juste une succession de plusieurs cas pratiques, et dans ce cas il faudra faire un rappel des faits à chaque fois des différents cas. Mais lors des partiels en général, on a un ou deux cas qui soulèvent plusieurs questions, et dans ce cas, il faudra faire d'abord un petit rappel général des faits en une ou deux phrases et indiquer les différentes questions que le cas soulève, ça sera l'intro de votre devoir. Ensuite, il faudra refaire un rappel des faits pour chaque question soulevée. Bref, c'est en vous entraînant avec les annales d'examen que vous allez comprendre ça. Autre précision, ne vous prenez pas la tête pour le rappel des faits, juste indiquez les faits pertinents pour résoudre les questions soulevées, car le rappel des faits, ça rapporte aucun point. Retenez bien qu'un rappel des faits correctement réalisé permet de faciliter la rédaction du problème de droit. Exemple, Sylvie peut-elle invoquer la réticence dolosive d'Alex ? Est moins compréhensible que le vendeur peut-il invoquer la réticence dolosive de l'acquéreur ? Ensuite, un rappel des faits correctement mené, c'est-à-dire court et qualifiant, met le correcteur dans de bonnes dispositions pour lire la suite des développements. Bref, deuxième étape, le problème de droit. Il doit être formulé de manière claire. Comme le droit a son propre langage, vous devez d'abord poser une question en des termes pratiques, puis traduire cette question en question juridique. Exemple, Sylvie peut-elle récupérer le bien qu'elle a vendu à Alex en raison du silence gardé par celui-ci sur sa véritable nature ? Autrement dit, le vendeur peut-il invoquer la réticence dolosive de l'acquéreur pour obtenir l'annulation de la vente ? Bon, ici, il faut se prendre la tête parce que se tromper de problème de droit ou rater sa formulation vous garantit de perdre des points précieux. Petite précision, si le sujet pose la question sous forme pratique, du genre « Monsieur Chalamet peut-il obtenir réparation ?», il faut traduire ce langage courant en langage juridique et reformuler juridiquement la question posée. Exemple, la victime peut-elle engager une action en responsabilité civile pour obtenir indemnisation du dommage subi ? Mais si le cas pratique pose la question sous forme juridique, exemple, le contractant peut-il obtenir la nullité de la vente pour erreur sur la personne ? Il suffit juste de reprendre la question posée. Enfin, si le sujet ne pose pas de question, vous devez reprendre celle que vous avez identifiée en des termes pratiques. Exemple, Madame Zendaya peut-elle récupérer sa maison et obtenir réparation ? Puis, juridique. Autrement dit, il faut déterminer si le vendeur peut obtenir l'annulation du contrat conclu et s'il pourrait agir en responsabilité contre l'acquéreur. En faisant ça, vous montrez que vous avez compris que le droit a son propre langage. Bref, troisième étape, la présentation du raisonnement juridique. Les frérots et sœurettes, c'est ici qu'il faut vraiment se prendre la tête parce que c'est cette étape qui va faire l'objet d'une attention particulière du correcteur. Elle repose sur un syllogisme. Bon, je sais que ce mot peut faire paniquer, mais en réalité c'est juste un raisonnement logique déductif qui relie deux prémices, majeures et mineures, et une conclusion qu'on appelle toutes les trois propositions. La conclusion découle nécessairement des prémices, donc si celles-ci sont vraies et le raisonnement est valide. Bon, comme on comprend mieux avec des exemples, en voici un, mais il n'est pas juridique, je vous donnerai un tas des exemples de cas pratiques plus tard, sinon la vidéo va durer 2 heures. Bref, go pour l'exemple. La prémisse majeure, c'est que tous les hommes sont mortels. La prémisse mineure, c'est que Socrate est un homme. Conclusion, donc Socrate est mortel. Le syllogisme juridique fonctionne de la même manière, il se décompose toujours en 3 parties distinctes. Dans la majeure du syllogisme qu'on appelle le droit applicable, on expose la règle de droit applicable, article de loi, jurisprudence, règlement. Et il faut exposer les conditions de la règle invoquée. Par exemple, au terme de l'article 1240 du Code civil, pour que la responsabilité délictuelle du fait personnel puisse être retenue, 3 conditions doivent être réunies, une faute, un préjudice et un lien de causalité. Petite précision, c'est essentiel de respecter la hiérarchie des normes, donc par exemple un article du Code civil doit être cité avant une jurisprudence. Autre précision, il arrive parfois qu'aucun texte ne s'applique et que la question soit entièrement résolue par la jurisprudence. Dans ce cas, indiquez l'absence de loi régissant la matière avant d'aborder la solution jurisprudentielle. Bref, en gros, à cette étape, il faut se demander quelles sont les sources juridiques utiles pour résoudre le cas, puis indiquer ces sources de droit. Et encore une petite précision, la doctrine n'étant pas une source de droit, il vaut mieux ne pas la citer, ou alors juste de manière exceptionnelle. Dans la mineure du syllogisme qu'on appelle l'application en l'espèce, on applique la règle de droit énoncée dans la majeure à l'espèce, c'est-à-dire au fait du cas pratique. Ça revient à vérifier si les conditions d'application de la règle de droit énoncée dans la majeure sont satisfaites en l'espèce. Il faut analyser toutes les conditions légales une par une et expliquer pourquoi elles sont remplies ou non. Cette partie est classiquement introduite par la fameuse expression « en l'espèce ». Pour éviter toute confusion, il faut éviter d'utiliser cette expression lorsqu'on développe la majeure du syllogisme ou la conclusion. Dans la conclusion, on tire la conséquence logique du raisonnement des 2 prémices précédentes en précisant si oui ou non la personne concernée obtiendra gain de cause. Idéalement, vous devez d'abord conclure en termes pratiques, ensuite en termes juridiques, c'est logiquement l'ordre inverse de celui de la question de droit. Vous pouvez introduire cette partie par le simple « en conclusion ».
Exemple, en conclusion les conditions étant réunies, le vendeur pourra agir en nullité du contrat sur le fondement de l'erreur. Ainsi, Monsieur Chalamet a de fortes chances de se voir restituer sa maison. Bon, concernant l'organisation globale de votre raisonnement, 2 observations. Premièrement, c'est possible que la règle de droit applicable soit une exception, et dans ce cas, il faut énoncer le principe avant d'indiquer l'exception et de vérifier si cette exception est applicable en l'espèce. Parce que souvent vous allez gratter un point comme ça. Deuxièmement, si la réponse suppose de vérifier beaucoup de conditions d'application, n'hésitez pas à faire une présentation générale du principe applicable et à vérifier, étape après étape, que chaque condition est remplie pour clarifier un maximum votre propos. Ça, c'est ultra important pour les TD, mais c'est moins valable au partiel, parce que le temps est limité, donc il faut être stratégique. Vous concluez alors pour chaque condition en indiquant si elle est, ou non, satisfaite, et concluez à la fin de manière générale en indiquant que toutes les conditions sont réunies, et que le texte est donc applicable, ou qu'une ou plusieurs conditions font défaut et que le texte n'est pas applicable. Par exemple, si vous devez développer la responsabilité du fait personnel, vous commencez par rappeler le principe. Au terme de l'article 1240 du Code civil, pour que la responsabilité délictuelle du fait personnel puisse être retenue, 3 conditions doivent être réunies. Une faute, un dommage et un lien de causalité. Puis, vous envisagez chacune des conditions par un syllogisme distinct et terminez par une conclusion générale. En gros, ça donne ça. La faute, tout d'abord, est définie comme « en l'espèce, telle personne a eu tel comportement ». En conclusion, la faute peut ou ne peut pas être établie. Le dommage est défini blablabla. En l'espèce, en conclusion, le lien de causalité blablabla. En l'espèce, en conclusion, au final, les conditions sont ou ne sont pas remplies, donc la responsabilité peut ou ne pas être engagée. Bon, vous avez maintenant toutes les clés pour devenir un monstre au cas pratique. Je sais qu'on dirait que je me suis contenté de vous redonner les méthodos que vous pouvez tous retrouver dans vos plaquettes, mais je vous assure que je vous ai fourni des infos ultra précieuses qui vous aideront à faire de très bons commentaires à tous les coups. Et comme je crois beaucoup à l'apprentissage, par l'exemple, je donnerai bientôt un tas d'exemples pour que vous puissiez vraiment assimiler cet exo beaucoup trop surcoté par des étudiants bien souvent déçus de leurs notes après. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je mettrai bientôt mes contacts pour ceux qui voudront me poser des questions spécifiques et recevoir mon aide. Je ne l'ai pas encore fait parce que je ne pensais pas que les processus de création et de publication des vidéos en plus de mon travail professionnel seraient aussi durs à gérer. Bref, en attendant, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je prendrai le temps d'apporter une réponse personnelle par mail. Et non promis, c'est pas pour vous vendre une formation chelou ou vous vendre n'importe quoi, c'est juste que pour moi c'est le moyen de communication le plus facile à gérer. Enfin bref, j'arrête ce monologue interminable en vous disant encore que si vous voulez vraiment réussir et que vous êtes persuadé d'être dans la bonne voie, n'abandonnez pas à cause de vos résultats. Ce n'est pas grave d'être nul, vous n'allez pas le rester et vraiment je vous assure, sans faire le gourou, que la discipline, le travail régulier, l'ambition et une bonne organisation sont les clés d'une réussite durable. Voilà, c'est fini. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider, je vous souhaite la réussite mais surtout la santé parce que c'est bien d'être un top étudiant mais c'est mieux de le rester. Allez, ciao!